Merci beaucoup de votre invitation. Merci de vos présentations successives. Alors, je vais me présenter d'une manière très rapide. C'est la partie en italique qui me concerne pour rappeler ce que je fais en quelques mots. Tout d'abord, rappeler ce que je fais en quelques mots. Tout d'abord, je suis professeur des universités. Effectivement, j'enseigne à l'Institut catholique de Paris avec une double formation, celui d'historien de l'art et d'historien des relations internationales. Je le dis parce que, sans vouloir me mettre en avant, généralement cette double spécialité est assez singulière. C'est-à-dire que d'une manière générale, on aime bien vous mettre dans une petite case, relations internationales, mais pas les deux, histoire de l'art et bon. Et donc, de fait, au croisement de ces deux disciplines, je me suis intéressé, je continue plus que jamais à m'intéresser à ce que l'on appelle l'histoire culturelle, qui est une histoire en fait des représentations, et qui, pour aller très vite d'un point de vue épistémologique, est au croisement entre la sociologie et l'histoire, précisément. Et l'histoire des représentations est changeante par définition. C'est-à-dire que, là je le dis, c'est une sorte de postulat, mais c'est important, il ne faut pas essentialiser les choses, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir une approche culturaliste des choses en disant, bon, les Chinois sont ainsi, et cette représentation est immuable, évidemment. Tout est question de contexte et si. Et puis, à ceci, il y a une pratique du terrain, et ça aussi c'est important, je pense, à rappeler, et sur le temps long déjà, parce qu'on commence à vieillir, j'ai 49 ans, et j'ai commencé à m'intéresser à la Chine à l'âge de 17 ans, ce qui était déjà un peu tardif. À l'âge de 17 ans, ce qui était déjà un peu tardif quant à l'apprentissage du chinois, il faut le dire. Et j'ai habité 5 ans en Chine, à peu près, en travaillant tout d'abord à l'ambassade de France, à Pékin, précédé d'ailleurs d'une période de coopération à l'université en coopération était encore faisable, j'appartiens encore à cette génération. Et puis j'ai prolongé mon séjour, notamment comme journaliste, et puis pour accompagner ensuite toutes sortes de groupes, et notamment des hommes d'affaires, et ce à travers toute l'Asie, et en particulier la Chine, évidemment, la connaissance de la langue. Là. Donc j'ai un tropisme chinois fort, mais depuis au moins 15 ans, je m'intéresse aussi à l'Asie centrale, qui est un prolongement, je dirais, bon, évidemment naturel de la Chine. C'est son arrière-pays ou son arrière-cour, c'est selon, et directement lié à l'histoire de la Chine parce que façonné par le système soviétique. Or, c'est ce que je dis toujours à mes étudiants, vous ne pouvez pas comprendre la Chine d'aujourd'hui sans vous intéresser à la Russie. Parce que les deux pays ont, pour le meilleur et surtout pour le pire, pour émettre un jugement de valeur, des expériences évidemment tragiques de la révolution bolchevique en passant par la révolution chinoise. Vous avez d'ailleurs, pour faire mon professeur, un excellent livre à ce sujet de Lucien Bianco, l'un de nos grands sinologues, La récidive, qui montre très bien justement que la Chine est une sorte de continuum justement de cette expérience soviétique. Donc aller en Asie centrale, et l'Asie centrale commence à partir de la Mongolie ainsi que le Xinjiang, donc le Turkestan chinois dont on parle tant, et notamment au Quai d'Orsay, qui est le pays ouïghour, donc une région, c'est, je dirais, presque naturel dans la démarche, en tout cas, qui a été la mienne. C'est une région, par ailleurs, j'insiste un peu dessus, mais c'est une région passionnante et en pleine restructuration, une région sans doute d'avenir pour les entrepreneurs français, d'ailleurs. Alors, une région sans doute d'avenir pour les entrepreneurs français, d'ailleurs. Alors, évidemment avec d'énormes disparités, on pourra y revenir, même si ce n'est pas tout à fait le sujet. Les deux pays les plus dynamiques de la région étant, je parle sous le contrôle du Quai d'Orsay et son représentant, l'Ouzbékistan et le Kazakhstan. Le Quai d'Orsay et son représentant, l'Ouzbékistan et le Kazakhstan. Et incontestablement, il y a dans le domaine, très certainement, notamment de l'industrie du numérique, des potentialités importantes.
Donc pratique du terrain en me rendant très régulièrement en Asie au sens large, en ayant vécu longtemps en Chine de surcroît, et depuis maintenant près de 12 ans, cela a commencé sous le mandat du président Nicolas Sarkozy. Assez régulièrement, l'Élysée me sollicite pour des conseils en général autour des questions culturelles. Et j'y reviendrai sans doute, et précisément pour la visite du président Xi Jinping, mais aussi en amont pour la visite du président Emmanuel Macron en Chine, j'avais été sollicité à plusieurs reprises, en rencontrant à plusieurs reprises précisément. Et comme nous le faisons ce soir, un certain nombre de cercles de réflexion me sollicitent également pour avoir des avis sur la Chine dans des domaines assez divers, que ce soit la Fondation Victor Segalen ou bien avant-hier, j'en parlais justement à Jean-Christophe à l'instant, le think tank avant-hier, j'en parlais justement à Jean-Christophe à l'instant, le think tank Pensée Libre, qui organise assez régulièrement des événements à l'hôtel de l'industrie. Donc, je précise tout cela parce que, effectivement, cette interaction d'universitaires assez confortable, il faut bien le dire, au cœur de Paris, est souvent dérangée, mais au bon sens du terme, précisément, par des expériences de terrain. Et je crois qu'il est capital, effectivement, de retourner en Chine ou dans sa périphérie, justement, pour questionner l'évolution même de cette société potentielle. Alors, pour dire des choses assez banales, et en même temps on pourra y revenir au cours du débat, plusieurs constats qui peuvent être discutés également. Le premier, c'est que lorsque vous approchez le monde, il faut vraiment privilégier la relation top-down. Ça me paraît absolument essentiel pour diverses raisons qui tiennent, je dirais, à deux choses. La nature du régime, tout d'abord, c'est-à-dire que c'est une dictature, bien sûr, donc avec un parti communiste qui, depuis 1949, est au pouvoir. Et donc, les interlocuteurs que vous rencontrerez ne sont a priori pas ceux partageant votre métier. En tout cas, les bons interlocuteurs, ceux avec lesquels, de toute façon, vous serez obligé à faire affaire, ce sont souvent les représentants du Parti communiste chinois. Donc ça, c'est la première chose, sachant donc que c'est une société, pour aller vite, léniniste, c'est-à-dire que dans chaque entité administrative ou même société, a priori, première chose à faire, et c'est le premier préalable, connaître justement qui représente le parti au sein de la structure qui va vous accueillir. Ça me paraît absolument essentiel, parce que la personne qui, au même niveau décisionnel que vous, sera a priori amenée à discuter avec vous, ne sera pas forcément la personne qui décidera. Vous voyez ? Donc ça, c'est très important, c'est-à-dire que vous avez une relation duale. Vous avez donc les représentants officiels, et les représentants officieux, qui ne sont pas forcément ceux que l'on croit. Donc ça, c'est absolument capital, et finalement, ce n'est pas une étrangeté et une singularité propre à la Chine. Vous allez dans d'autres pays tels que l'Iran, c'est la même chose. Vous avez, y compris et surtout au sein même des administrations, vous allez à l'ambassade d'Iran, par exemple, vous avez un représentant du parti ou équivalent, et puis vous avez les diplomates de carrière. Et donc au sein même de la diplomatie chinoise, première chose, premier préalable, identifier vos interlocuteurs. Ça, c'est absolument capital pour gagner du temps aussi, parce que time is money, n'est-ce pas? Et puis l'autre chose, et j'insiste bien sur cette relation top-down, il faut aller, parce qu'on est dans une société profondément inégalitaire. C'est une société très hiérarchisée. Alors elle ne l'a pas toujours été, évidemment. Le précédent pro-égalitaire était le précédent maoïste,
au nom justement du communisme, eh bien, nous étions tous, nous étions tous frères sous l'égide du parti. La société chinoise, plus que jamais, est profondément inégalitaire et profondément élitiste. Donc ça, c'est extrêmement important. Il faut rencontrer la peine de tourner autour du pot et de rencontrer des intermédiaires. Il faut tout de suite aller au sommet de la pyramide. Bon, c'est déjà un gain de temps important. Donc en fait, vous avez deux choses pour complexifier le problème. Vous avez une société à la fois profondément marxiste et léniniste, donc avec un dédoublement des structures décisionnelles. Vous avez les représentants, encore une fois, du Parti communiste, et puis les managers ou autres, hein, qui ne sont pas les mêmes, encore une fois. Et en même temps, vous êtes dans une société profondément hiérarchisée. Donc c'est une société hybride. Et le monde de l'entreprise en Chine est, je dirais, le reflet de cette hybridité générale que l'on retrouve dans toute la société chinoise. Donc pour aller vite et forcer le trait, la Chine est absolument monstrueuse. Elle est baroque, qui s'entrechoque, mais en même temps, alors ça c'est peut-être le miracle chinois, qui s'associe aussi miraculeusement. C'est-à-dire que ça marche aussi. Bon. Mais il faut être conscient évidemment de cette hybridité. L'autre chose, deuxième point, les stratégies du sens, qui est un ouvrage d'ailleurs de François Julien avec 2 L, philosophe qui fut mon directeur de thèse et qui a accompagné effectivement André Thieng dans l'élaboration de l'ouvrage que vous mentionnez. Les stratégies du sens eh bien, ne sont pas les mêmes pour tirer des grands traits entre le monde occidental et le monde chinois, c'est-à-dire que vous le constaterez de vous-même lorsque vous faites des affaires. On ne va pas directement à l'américaine, directly to the point, certainement pas. D'abord, c'est un pas directement à l'américaine, directly to the point, certainement pas. D'abord, c'est inconvenant, ça ne se fait pas, c'est l'impolitesse même. Donc, on va parler de la pluie et du beau temps pendant très longtemps, et puis éventuellement, entre deux portes, c'est l'entre-deux qui compte. Là, on va parler sérieusement des choses, l'air de rien. En tout cas, la stratégie du détour, de l'allusif, ça, c'est absolument essentiel. Et c'est une façon aussi, alors cela a engendré toutes sortes de quiproquos, on le sait, très tôt dans l'histoire culturelle entre l'Europe, pour aller vite, et la Chine. C'est-à-dire qu'il fait tout par derrière, etc. Il n'est pas franc du collier. C'est pas faux, d'un point de vue des stéréotypes, hein, mais il faut bien se dire que l'école de la Chine, c'est l'école de la diplomatie. Là, je parle aussi sous le contrôle d'un diplomate. C'est-à-dire que vous n'allez jamais heurtement votre interlocuteur, en cas de coup dur, etc. Tout se fait justement de biais. C'est un rapport biaisé. Ce qui permet à l'autre, justement, dans les situations de crise, et forcément elles surviennent à un moment donné, de la négociation notamment, de ménager un écart et d'envisager aussi une porte de sortie. Vous voyez ? Donc ça, c'est quand même extrêmement important. Et ce qui compte aussi, alors tous les chefs d'entreprise ont témoigné sur ce point-là, c'est que la signature d'un contrat n'est que l'amorce d'une négociation. Vous avez signé un contrat, que la partie d'en face va s'engager. Alors évidemment, les Chinois sont un peu plus rigoureux, je dirais, et souscrivent de plus en plus aux normes occidentales. On est bien d'accord. Mais combien de fois, je me souviens, étant beaucoup plus jeune à l'époque, à l'ambassade de France, à l'époque c'était Pierre Morel qui était l'ambassadeur à Pékin, on avait toutes les semaines des hommes d'affaires ravis, qui étaient persuadés d'avoir remporté le contrat du siècle, et on revoyait les mêmes 2 mois plus tard dans le sens effondré en disant « mais je ne comprends rien, c'est catastrophique, etc. etc. » Donc, le temps est quand même extrêmement important. Il faut investir en
en temps et en tant que personne assez considérablement avant d'arriver. Donc ça, c'est quand même un paramètre assez important. Et même si c'est dérangeant, c'est aussi un investissement, je dirais, intellectuel pour aller vite. C'est-à-dire que on n'est pas dans un terrain normé par rapport aux catégories européennes, encore une fois. Et on arrive même, disons-le carrément, en terrain miné et souvent en terrain hostile. Et il le sera de plus en plus d'ailleurs. On le voit avec Huawei, avec toutes ces questions. C'est-à-dire qu'en tant qu'occidental, alors le français, on pourra en reparler d'une manière générale, est plutôt bien vu, a encore une certaine bonne presse, je dirais, en Chine, pour des raisons historiques sur lesquelles on pourra revenir éventuellement. Mais rien n'est jamais acquis, évidemment. Et les relations Chine-Occident, d'une manière générale, vont très certainement, du fait d'une conjoncture avec les États-Unis qui devient de plus en plus radicale, et parce que la Chine a pris évidemment un ascendant tout à fait considérable. Et donc, en tant que Français, en tant qu'Européen, si vous venez en Chine, c'est pour apporter quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que les Chinois nous attendent de moins en moins parce qu'ils maîtrisent, on le sait bien, pratiquement tout dans tous les domaines et sont relativement autonomes. Donc il faut bien imaginer qu'on n'est pas forcément les bienvenus. Et on ne l'est pas non plus, alors autre élément essentiel, mais qui est, je dirais, historique, mais justement les Chinois s'en souviennent, et surtout la propagande veille à ce que l'on s'en souvienne, les relations Chine-Occident, depuis un siècle et demi même, sont des relations profondément conflictuelles. C'est-à-dire que ce qui meut le régime chinois aujourd'hui, c'est l'idée de revanche. C'est l'idée de revanche sur les Blancs et sur les Japonais. Voilà. Donc, alors, c'est une idée très générale. On l'aurait dit il y a encore 5 ans, on se faisait tordre le cou en disant « mais non, pas possible », et surtout en tant que Français, les relations entre la Chine et la France sont les meilleures du monde, parce que De Gaulle, parce que la reconnaissance par De Gaulle en 64, etc., etc. Bullshit. Bullshit. On s'en fout à Pékin. Et puis, rappelons par ailleurs que tout cela n'est que mythe. À reconnaître la République populaire de Chine. Alors, de part et d'autre, évidemment, pour des raisons liées aux anniversaires, etc., on s'ingénie à dire que la France a été le premier pays à reconnaître la RPC. Mais non, pas du tout. Vous avez la Grande-Bretagne, vous avez la Suède, etc. etc. Bon. Alors, c'est un mythe commode qui, fois, sont assez âpres, hein, mais sachez-le, vous êtes plutôt malvenus en Chine, d'une manière générale. Donc, il faut en être parfaitement conscient, et ça veut dire sans aller à Canossa et s'humilier, il faut bien être conscient que ces relations vont être difficiles. Voilà. Mais pas impossibles par ailleurs, surtout si vous apportez quelque chose de neuf, encore une fois. Alors on va y venir, justement. C'est le troisième point, très brièvement. Vous avez compris que même si Pékin est relativement proche, parce que nous sommes, selon la formule consacrée, dans un village global, c'est-à-dire qu'on est à 10-11 heures de Pékin, c'est-à-dire un Lille-Marseille en voiture, grosso modo, en allant vite. Donc on est dans la banlieue de Pékin ou réciproquement, hein, il faut. Et tout, une fois que vous allez débarquer là-bas, c'est certainement pas en allant à l'ambassade de France que vous allez obtenir des contacts pour faire des affaires. L'ambassade de France, évidemment, va être un facilitateur de projets, éventuellement de mise en contact, mais en fait, le travail se fait en amont. Compte de ces deux choses, le point 1, trouver les bons interlocuteurs, c'est-à-dire le représentant du Parti communiste, et puis avoir des facilitateurs
qui réseautent notamment dans les clusters. Alors les clusters, il y en a de toutes sortes. Il y a notamment... Alors les clusters, il y en a de toutes sortes. Il y a notamment l'Institut Ulysse, qui est assez intéressant, avec lequel à plusieurs reprises j'ai pu collaborer. Mais encore une fois, on ne débarque pas en Chine comme ça du jour au lendemain. Ça se prépare. Voilà. Bon. En Chine comme ça du jour au lendemain. Ça se prépare. Voilà. Bon. Et encore une fois, ce n'est pas une étrangeté, parce qu'a priori, au Vietnam ou en Iran, c'est un peu évidemment la même chose. Donc, très important de se préparer en amont pour trouver le bon interlocuteur. Deuxième texte, et j'insiste beaucoup là-dessus, et là je vais dire de très grandes généralités, mais qui sont a priori valables, quels que soient vos secteurs d'activité. Premier point, qui remonte aux années 90, c'est une indigénisation du marché chinois. C'est toujours un peu compliqué à prononcer, chinois, c'est toujours un peu compliqué à prononcer. Expliquons les choses. Les Chinois ont cette capacité extraordinaire, à travers leur histoire, d'acculturer tous les éléments venus de l'étranger, c'est-à-dire assimiler et transformer jusqu'à donner l'illusion qu'ils en sont les inventeurs. Mais justement, il faut aller dans le sens de cette croyance. C'est-à-dire que vous êtes inventeur, je ne sais pas, de tel produit dans l'agroalimentaire, etc. Il faut absolument que vous donniez l'illusion à votre interlocuteur qu'il en est à l'origine. Il ne faut pas partir avec l'idée que vous allez exporter des produits standards. C'est-à-dire qu'il faut indigéniser votre marque. Ça, c'est absolument essentiel. Et votre démarche. C'est-à-dire que les Chinois, pour des raisons diverses, liées au nationalisme culturel, liées au fait justement qu'il y a une sorte de besoin justement de se reconnaître à travers leurs produits. Alors Madame Michu, quand elle se renverse son shampoing de couleur verte sur la tête, bah ça va pas. Parce que le vert, c'est la couleur des morts, de surcroît, dans le vocabulaire des couleurs en Chine. Donc voilà, c'est des choses évidemment dans le vocabulaire des couleurs en Chine. Donc voilà, c'est des choses évidemment qu'il vaut mieux maîtriser en amont, parce que sinon, clairement, vous allez vous planter. En plus de ça, la concurrence chinoise, elle existe. Non seulement il y a la concurrence des autres marques étrangères sur le marché chinois, mais la concurrence étrangère, elle existe. Le domaine des cosmétiques en Chine, où l'on avait de plus en plus recours à ce que l'on appelle en américain la TCM, donc la Traditional Chinese Medicine. Donc on fait de plus en plus de shampoings à base de thé, à base de jujubier, etc. Bref, des produits locaux. Vous voyez ? Pourquoi? Parce que développement durable, parce que écologie, etc. Et ce ne sont pas des vains mots. Je veux dire que si la Chine a adhéré à la COP21, ce n'est pas par pur opportunisme. C'est-à-dire qu'il y a un souci réel, aussi partagé par la société civile, que de trouver justement une alternative, notamment aux produits occidentaux. Bon. L'autre idée aussi, et je vous le dis comme exemple, qui m'avait consterné aussi, c'était la publicité qui était faite autour des produits. Les Chinoises ne veulent pas bronzer. Voilà. Donc la culture de la plage, les clips à la californienne avec les beaux athlètes apolloniens, avec les tablettes de chocolat et les pom-pom girls, ben non, ça ne sera jamais la Chine. Et donc, évidemment, ça ne marchait pas. Bon. Alors, ça paraît tellement énorme, si vous voulez, qu'on se dit, mais est-ce possible? Bah oui, c'est possible, parce que je pourrais multiplier les exemples. En tout cas, quand on dit éveil ou développement d'un marché vernaculaire, cela se traduit par toutes sortes de traditions réinventées. C'est-à-dire qu'on le voit notamment à travers l'art contemporain chinois. Justement, mon livre aborde cette question. C'est tout à fait intéressant de voir que dans un pays qui a été aussi brutalisé
que durant la révolution culturelle, on a essayé d'éradiquer justement la culture dans ce qu'elle avait de plus profond, on revient à des fondamentaux. Alors, des fondamentaux réinventés, c'est-à-dire que le produit original a parfois disparu, et donc on le voit à travers l'art contemporain, on le voit à travers l'architecture, etc., etc. Bref, il faut aller évidemment dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il faut abonder effectivement dans ce sens et être bien conscient qui est celle justement d'une tradition réinventée à tout niveau, est une tendance de fond qui caractériserait, selon moi, l'ensemble des pays du Sud. Alors évidemment, la Chine n'est plus un pays du Sud, ce n'est plus une société émergente, ce n'est plus un pays du tiers-monde, on est bien d'accord, mais c'est pour situer les choses. C'est exactement la même chose, on revient à des fondamentaux. On revient à des fondamentaux pour s'opposer à l'Occident. Et ça, c'est essentiel pour qui veut faire ce qu'on appelle du marketing commercial, c'est-à-dire qu'il faut parler chinois aux Chinois dans leur langue, et c'est fondamental. Aux Chinois dans leur langue, et c'est fondamental. Alors, je ne dis peut-être pas, là aussi c'est une question de contexte, qu'il faille nécessairement travestir le nom de certaines marques de prestige comme Dior et faire un Dior chinois. D'ailleurs, ça ne marche pas. On a déjà dû créer justement un avatar d'Hermès, Shangxia, ça ne marche pas. Donc, il faut être plus intelligent que les Chinois. Il faut faire autre chose, il ne faut pas faire du sous-chinois, il faut faire quelque chose qui réponde à leurs attentes et qui donne encore une fois l'illusion. Ça me paraît important. Bon. La deuxième chose, précisément, recherche d'un code génétique de la marque adaptée au contexte chinois. Alors qu'est-ce que c'est un peu jargonneux? C'est une façon de dire que, d'une manière un peu plus pédante encore, qu'il faut faire de la sémiologie. C'est-à-dire que, bah oui, vous allez devoir étudier les codes couleurs, vous allez devoir utiliser les aphorismes chinois, et ça ne s'invente pas. C'est-à-dire qu'il bon, faut être accompagné, et il va falloir créer une sorte de storytelling. Il va falloir raconter votre histoire à travers une grande histoire qui est celle de la Chine. Il faut vous lover dans un mouvement déjà existant. C'est ça qui est fondamental. Et donc, il faut tenir compte des attentes du marché chinois. Encore une fois, troisième point, ça me paraît important. Parole, c'est la phase enfin opérationnelle. Alors, elle est diverse dans ce que je fais hein, en tant qu'universitaire et en tant que conseil. C'est au niveau top l'élaboration, non pas des discours proprement dits, à des décideurs. Alors, deux exemples sans trahir des secrets d'alcôve. En 2007, dont j'avais à l'époque 37 ans, Sarkozy et son Sherpa de l'époque, Jean-David Lévite, me sollicitent pour aller les voir et me dire que Sarkozy devra parler de la question incontournable des droits de l'homme. Évidemment, quand on est français, on parle des droits de l'homme. Bon. Sauf que c'est quand même toujours un peu épineux, embêtant. Comment faire? Comment s'y prendre? C'est un peu la patate chaude. On ne sait pas très bien comment gérer ça. Alors, je ne dis pas que ça a été simple, mais on était justement à la veille d'une réflexion, notamment bilatérale, France-Chine, sur tout ce qui a trait au développement durable, qui va déboucher ensuite sur toute cette phraséologie chinoise qui a le vent en poupe depuis lors, civilisation écologique, société harmonieuse, etc., et puis COP21. Bon. Tout ça a commencé en fait au début de la présidence de Jiang Zemin et surtout Hu Jintao. Et donc Sarkozy voulait parler des droits de l'homme sans en parler. Comment faire? Et je lui ai dit, Monsieur le Président, les droits de l'homme, c'est une société responsable, c'est le respect entre les jeunes et les vieux harmonieuse, donc lovez-vous justement dans ce discours chinois émergent. Discours de Xi'an.
premier discours de Sarkozy sur le développement du Rhin. Bon. Et puis, décidément, Xi'an rattrape depuis les présidents français. Emmanuel Macron se rend à Xi'an. Les présidents français, Emmanuel Macron se rend à Xi'an, mais cette fois-ci pour une autre raison. Premier déplacement en tant que chef d'État en Chine. Alors Xi'an, c'est l'ancienne capitale impériale, hein, c'est le nord-ouest de la Chine, et c'est surtout pour les Chinois le départ des routes de la soie. D'ailleurs, parce que les routes de la soie, elles vont jusqu'à Lyon, et dans l'autre sens, elles vont jusqu'au Japon. Vous ne comprendrez rien au bouddhisme japonais si vous ne connectez pas l'archipel nippon, évidemment, aux routes de la soie, qui ne sont pas que les routes terrestres, elles sont aussi maritimes. Bon. Mais pour des raisons liées à la propagande et au nationalisme chinois, bon, décision est prise d'aller à Xi'an. Et là, nécessité de trouver des lieux de mémoire, enfin, des choses qui soient connectées et en phase avec la grande histoire de la sinologie française. Parce qu'on a un président, par ailleurs, qui ne manque pas de souffle. Son discours à Xi'an, d'ailleurs, du 8 janvier 2018, était un discours absolument extraordinaire, très gaullien, justement, dans la geste, et un discours qui, par ailleurs, a posé de réels jalons pour une nouvelle politique bilatérale. Bon. En tout cas, voilà où se situe justement le conseil que je peux faire par rapport à l'élaboration d'un discours, c'est-à-dire des éléments de langage. Où aller, que faire, que dire, quelles sont éventuellement les figures historiques qui pourront être sollicitées dans un discours. Alors évidemment, la grande figure qui tombait, je dirais, à pic pour actualiser le propos, c'était Victor Ségalen. Pourquoi? Parce que Ségalen s'est rendu justement dans ces régions, il était poète, archéologue, sinologue, grand voyageur sous l'Éternel, et puis surtout, nous étions pratiquement à la fin de la commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale. Or, Victor Ségalen a accompagné les coulis chinois en tant que médecin français sur le front de la Somme, et d'ailleurs ne supporteront pas le sort qui était réservé à ces malheureux. Il a sans doute mis fin à ses jours lors d'une permission en Bretagne, la même où il était né. Donc la boucle destinale était bouclée. Bon. Donc Ségalen, évidemment, a été gage par la même sollicité. Donc voilà un exemple. L'autre exemple, c'est celui, comme je disais, à travers l'exemple de ce que les Américains appellent le naming. Ça, c'est fondamental. Il faut trouver justement les mots qui vont entrer en résonance avec un imaginaire culturel, chinois en l'occurrence. Ça, c'est absolument essentiel. C'est une façon, évidemment, de créer de l'intérêt, de créer du désir. C'est absolument fondamental. Et surtout, à travers, justement, un nom, vous reconstituez tout un champ qui est à la fois celui de l'histoire chinoise, mais aussi de l'histoire française. Voyez ? Et d'une manière, comme le disait si bien François Julien, tout à fait opportuniste, mais au sens noble du mot, il faut saisir le moment opportun. C'est-à-dire donc trouver les bons mots. Parce que finalement, les éléments de langage que vous allez trouver pour un président de la République ou pour une grande marque, c'est toujours à peu près le même exercice. Sans vouloir vulgariser les choses, c'est toujours quand même de l'intelligence qui est suscitée cette présentation très générale, c'est-à-dire donc comment sentir l'autre et faire affaire avec l'autre, sans le heurter et en même temps en créant justement une reconnaissance à travers l'autre. C'est ça qui est fondamental. Pourquoi ça marche plus avec une personne? Pourquoi ça marche plus avec une personne qu'avec une autre personne? C'est parce qu'il y a des affinités. C'est-à-dire que vous allez trouver justement les éléments de langage, le ton juste qui va permettre précisément de communier. N'ayons pas peur des mots. Et la Chine, au-delà même du descriptif et de ses bouleversements, donc société profondément marquée par l'histoire communiste
et l'histoire confucéenne n'en reste pas moins une société profondément clanique. Ça, c'est essentiel. Clanique, comme nous l'entendons, c'est-à-dire, vous êtes corse, on sait que le voisin est certainement coupable d'un assassinat dans un village voisin, c'est votre ami, eh bien vous allez le soutenir et l'accueillir. Parce que c'est une question d'obligation, d'honneur. Et alors avec les Chinois, ça fonctionne de la même manière. Donc les relations interpersonnelles, tout le monde vous le dira, sont beaucoup plus importantes que tout le reste. Mais ces relations s'entretiennent, évidemment. Il faut nourrir justement cette relation. D'ailleurs, il y a quasiment une science, je dirais, anthropologique que l'on appelle, c'est-à-dire la science des relations. Alors ça s'entretient de mille manières, les Chinois y perdent un temps fou. Xi Jinping souhaiterait justement museler un peu les déviances de ces pratiques, parce que, un peu comme en Afrique que je connais très mal, mais vous êtes amené évidemment à faire des cadeaux. Si vous voulez lubrifier la relation, pour dire les choses d'une manière un peu triviale, mais au moins ça parle, eh bien vous allez offrir des cadeaux, c'est absolument essentiel. Parce que oui, on veut construire quelque chose, donc vous voulez faire plaisir à votre interlocuteur. Donc vous allez lui offrir un voyage à Paris. Donc c'est un investissement, dans tous les sens du terme. C'est du temps consacré, c'est de l'argent, mais c'est choisir la bonne personne. C'est-à-dire, pourquoi pas, alors ça devient de plus en plus compliqué du fait justement de la lutte anticorruption, pourquoi pas effectivement le responsable du parti de telle entreprise avec laquelle vous allez faire affaire. Bon. Le troisième et dernier point, et je m'arrête là pour vous céder la parole, par la phase opérationnelle, c'est évidemment la négociation. La négociation et le décryptage d'une actualité, quelle qu'elle soit, elle est politique ou micro-entreprise. C'est-à-dire que, tiens, mon interlocuteur, à travers la traduction qui vient de m'être faite, me dit ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le recours? Comment je vais négocier? Comment je vais rebondir par rapport à ce qui m'a été dit? Vous voyez, et il y a toutes sortes, je dirais, de postures tactiques, parce que n'importe quelle société a ses codes et ses règles du jeu, pour parler comme Jean Renoir. Et donc, il y a parfois une posture, alors qui est parfois difficile à endosser, mais qui est celle, par exemple, du silence. On vous dit quelque chose où je feins de ne pas avoir entendu. Et d'ailleurs, je vais beaucoup plus loin, j'arrête la négociation parce que ce que vous me dites, ça ne me plaît pas du tout. Donc, autre chose qui est fondamentale, sans jouer les matadors, il faut être droit dans ses bottes. Et alors, pour dire les choses carrément, si votre interlocuteur vous fait chier, vous lui dites, à un moment donné. Alors là, on ne prend pas les voies de détour, et on lui dit, en disant, je ne suis pas content, vous me déconsidérez, moi en France, mon chiffre d'affaires c'est ça, je vous apporte des compétences. Parce que les sino-BA, comme je les qualifie, sont légion dans la société française pour 1000 raisons. Et là aussi, la Chine a toujours été le miroir des passions françaises. Je ne citerai pas de nom, mais vous devinez sans doute un certain nombre d'entre eux. Il y a faire le jeu parfois des Chinois aussi, dans certains milieux néoconservateurs. Pourquoi? Parce qu'il y a à travers ce modèle chinois une fascination de l'ordre, une fascination de la dictature aussi, disons-le carrément. Au moins, ce modèle chinois, c'est l'absence de liberté, mais au moins ça marche. Vous en avez plus d'un qui est prêt, évidemment, à aller très très loin dans la collaboration, n'est-ce pas, avec la Chine. Bon, là, il faut savoir raison garder, et il faut savoir garder la distance. Et il faut être absolument sans arrogance, fier de ce que l'on est et de ce que l'on apporte. Voilà. Et
il faut aussi ne pas hésiter à faire comprendre à votre interlocuteur que si ce n'est pas lui, ça sera un autre. Parce que la Chine a à la fois un avantage pour elle et parfois un handicap, c'est quand même 1,3 milliard d'individus. Donc si Monsieur X vous